On va accueillir une nouvelle table ronde exactement. avec Frédéric Anne. Bonjour, vous représentez Bonjour. la FITEL. Et également Jérémy Escarot, bonjour. Vous, c'est Horizon Group. Donc là, on va plus parler stratégie digitale, communication. Expliquez-nous un peu quels sont les enjeux dans votre domaine de la tech, par exemple. La tech et la communication, ça fait sens Ça marche? Non. Allez-y. Oui, on vous entend. Bonsoir, enchanté. Merci de votre accueil. Chez nous, on est chez Horizon, on déploie justement les infrastructures pour qu'on ait tous ces systèmes de communication et tous ces systèmes de smart, comme on peut les appeler. Et c'est ce qui est le nerf de la guerre, tout ce qui est important. Donc nous, on est en amont Alors, concrètement, vous déployez des infrastructures. Exactement. Comment on le représente? C'est quoi exactement? Des câbles de fibre optique, notamment. Vous tirez du câble. Exactement. Vous installez des antennes? Pas encore. Pourquoi pas, bientôt, cette année, on ne sait jamais. Non, mais effectivement, voilà, on crée des infrastructures de réseau, donc en fibre optique essentiellement. En partenariat avec des grands groupes, oui, des opérateurs surtout, exactement, des qui entreprises. vous mandatent pour Tout à fait ça. déployer le réseau. C'est ça. Le plus gros chantier du moment, c'est quoi? Le plan France très haut débit, où on déploie sur toute la France les réseaux de fibre pour aller chercher toutes les maisons en fibre optique. Et en fait, et en très haut débit. En très haut débit surtout pour être en parallèle de notre ancien réseau cuivre qui va être voué, le pauvre, à laisser sa place. On va également partir du côté de la FITEL. On vous laisse présenter également votre entreprise avant de rentrer dans le détail. D'accord. Alors donc du coup je suis Frédéric Anne, je suis le fondateur de la marque La FITEL. Et donc du coup c'est devenu une marque depuis quelques mois parce que on a dû consolider un groupe un peu plus costaud qui s'appelle Alternum, donc qui est la définition d'une alternative et pour lequel aujourd'hui on a redéfini l'ensemble de notre stratégie par des filières métiers, dont les télécoms, l'énergie, l'équipement et le développement de produits pour lequel on a un produit qui a été retenu par le prix Alfred Sauvy cette année, qui est un multilase et qui permet justement, entre autres pour les entreprises comme Horizon, on rigole parce qu'on a travaillé ensemble et la fibre optique, ça nous suit depuis quand même plus de 10 ans. C'est un outil qui nous permet en fait de tester en fait la fibre optique, la continuité. En fait, avant vous aviez un signal audio qui passait par les câbles, maintenant vous avez de la lumière. Et aujourd'hui, le multilaser en fait permet à contrôle à distance, un technicien peut tester ces fibres-là sans avoir à être deux, et donc du coup on fait des gains de productivité pour les entreprises. Grâce à ce boîtier, on n'a plus besoin que d'un seul technicien. Il faut savoir que la fibre optique, c'est très fragile, puisque oui, c'est du verre. Reste du verre. C'est du verre, de la silice. Et ça peut être très compliqué de savoir à quel moment ça a cassé. Avec cet appareil, un seul technicien suffit? Cet appareil permet de faire le premier contrôle, c'est-à-dire de voir si la lumière vient jusqu'au point de terminaison. Si effectivement le point de terminaison n'est pas allumé, là on rentre dans une expertise de réseau où on va prendre d'autres outils pour pouvoir réellement expertiser sur les distances et identifier à peu près le point d'impact. Est-ce que vous vendez le service, c'est-à-dire le technicien avec le boîtier, ou vous vendez le boîtier directement à des entreprises qui ensuite se débrouillent avec leurs employés? Nous sommes les concepteurs, les distributeurs et potentiellement, suivant les clients comme des grands opérateurs, nous sommes aussi prestataires de services sur notre filiale télécom. Donc vous allez installer le réseau pour un opérateur. Si jamais il y a un problème, vous prenez le relais pour voir où ça plante. Ouais. C'est génial tout ça. Alors il y a une vraie volonté du gouvernement en ce moment d'accélérer l'implantation haut débit. Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Il y a du boulot pour combien d'années là à venir? Ou moi. Merci Frédéric. Plutôt des mois. Ton petit sourire. Mais vous allez trop vite aussi. Oui, parce que nous l'impose. Mais non, c'est vrai que c'est rigolo parce que en tout cas moi j'ai démarré la fibre avec Frédéric et Jordan, mon associé aussi, on était ensemble. Et c'était le tout début, donc on ne pensait pas à des divergences et à se séparer comme ça. Vous faites né 10 ans. Ouais, c'est vrai. Ça fait 10 ans. C'est vrai. C'est les noces de quoi ça?
Et oui, ça va très vite. Il reste encore quelques années. C'est pas beaucoup. On n'a pas un granier de commandes qui est extrêmement long, mais il nous reste encore 3, 4, 5 ans encore à déployer. Et puis il restera toujours de la maintenance, il restera toujours des infrastructures à créer parce que c'est un réseau qui va vivre. Et puis on est en train de voir quand même que dans certains pays qui étaient un peu plus avancés que nous en fibre optique, on s'aperçoit quand même que certains pays relancent à nouveau des projets parce que l'infrastructure est vieillissante, donc il faut quand même la maintenir. De nouveaux quartiers se créent, de nouvelles villes se créent, il y a toujours besoin de ramener un petit peu de réseau. C'est ça. Mais concrètement, l'avenir, vous le voyez comment après que le territoire sera complètement maillé de fibre optique? Alors, comment vous allez vous renouveler? C'est là où nous, on a pris le parti de venir en amont. Alors, il faut savoir effectivement qu'on a travaillé ensemble parce que je me suis occupé du premier déploiement très haut débit de la région en 2011. Et effectivement, c'était l'avènement du très haut débit, aussi l'incompréhension de par les gens, de comprendre pourquoi on recrée un réseau, malgré le fait que ce soit de la développement économique européen, parce que c'est quand même l'État et l'Europe qui financent une grosse partie de ce développement. Et par le fait qu'il y ait cette envie de développer et d'avoir une attrayance économique vers l'Europe, parce que c'est un attrait vers l'Europe, on était en fracture vis-à-vis de la Chine et des États-Unis pour attirer des entreprises, il a fallu faire du recrutement. Il y a eu énormément de recrutement, plus de 300 000 personnes en net sur les 10 dernières années. Il faut garder en tête aujourd'hui que le télécom, c'est un renouvellement d'un métier qui perdure. Il y a des choses de base qui restent, donc vous avez des anciens qui sont toujours là, qui ont 30, 40 ans de métier et qui sont un vrai savoir technique. Et vous avez des technologies qui rentrent et qui évoluent, comme la fibre optique aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que la fibre optique, c'est quand même quelque chose qui lie les continents depuis plusieurs dizaines d'années, pour pas dire presque un demi-siècle. Mais oui, parce que les continents sont couverts par des câbles sous-marins qui sont en fibre optique. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré le fait que la fibre s'arrête aujourd'hui en termes de déploiement, comme disait Jérémy, effectivement, il y aura de la maintenance et il y aura des services. Et nous avons pris le parti de continuer les déploiements, mais d'avoir ouvert les services. Donc, Lafitel, c'est aussi un opérateur qui fait du pro et qui propose des solutions de technique, donc des box de l'internet en fibre ou ADSL, mais aussi des services comme le monétique, comme la monétique, comme la téléphonie d'entreprise, comme le mobile. On est aussi opérateur mobile et on propose aussi des solutions de portail captif pour le Wi-Fi gratuit qui est intimement lié aux règles RGPD pour lesquelles nous devons connaître qui s'est connecté sur quel site et pour des raisons que l'on sait tous. Donc effectivement, il y a beaucoup d'univers qui sont encore à créer. On parle de métiers d'avenir dans le numérique et effectivement, je pense qu'on est loin de savoir jusqu'où on peut aller. En fait, c'est un petit peu l'idée qu'on s'en fait, c'est de savoir que demain, le métier que l'on a aujourd'hui, comme le métier qu'on avait il y a 10 ans, a déjà évolué et demain sera encore un autre métier. Encore. Voilà. Et vous allez savoir évoluer avec lui, bien entendu. C'est un esprit d'adaptation, en fait, le télécom. Et puis ça évolue vite. Très. Avant de parler, on en parle du futur. On va quand même parler du début, de la genèse. Ça fait donc 10 ans que vous êtes en activité, où vous êtes créé dans le département des Pyrénées-Orientales. Oui, tous les deux. Tous les deux. En même temps. Ouais. Je sais que ça ressemble à une question, mais c'était une affirmation. Je le sais. On confirme. C'est tout sur vous. Vous avez été aidé à l'époque, vous avez été conseillé. Est-ce que PMM à l'époque, est-ce que la DE à l'époque, est-ce que des pépinières, des incubateurs vous ont aidé à être là où vous en êtes aujourd'hui? Alors, moi, oui. Moi aussi. Alors comment ça s'est passé? Expliquez-nous. On a été aidé quand même. C'est vrai qu'on a quand même la chance dans le département d'avoir un réseau d'entreprises qui a été à l'écoute, notamment au travers de l'UPE à Perpignan, au travers... Donc l'Union patronale de Perpignan. Oui, c'est ça, ouais.
au travers les entreprises qui sont déjà implantées et qui ont pu nous filer quelques tuyaux pour bien démarrer. Mais tout de même, je pense que c'est quand même l'expérience qui prime sur le maximum de tuyaux qu'on peut nous donner quand on démarre. Je pense qu'on se fait sa propre expérience et on grandit de jour en jour que d'être entrepreneur. Mieux vaut toujours être bien conseillé avant de grandir en tant qu'entrepreneur. Oui, tout à fait. C'est important parce que ça nous permet de sauter quelques embûches que d'autres... Le bon conseil, c'est comme planter le petit arbre bien droit. C'est ça. On pousse droit et pas de travers. Pareil pour vous, même constat? Oui, mais alors j'ai eu... en fait, quand j'ai créé mon entreprise, ma première entreprise était la partie opérateur. Justement, j'en avais un peu marre depuis plusieurs années de créer et déployer en fait des unités opérationnelles, donc pour tirer du câble, créer des réseaux d'infrastructures en fibre, et c'était un petit peu l'overdose pour moi. Et je voulais changer d'univers dont j'avais quand même des notions historiques. Et donc le principe même a été de partir en rupture avec ce que je savais. Donc je me suis retrouvé dans une zone d'inconfort et je suis allé voir des gens que je connaissais un peu partout en France pour me faire, entre guillemets, accompagner, aiguiller et conseiller correctement. Mais c'est vrai que localement, la CCI nous a bien accompagnés. Le PAM, le pôle Action Média, avec Pierre Roca et Flavien, nous ont toujours soutenus, même si on n'était pas directement dans leurs locaux. Et la première des choses qu'a fait la CCI et Perpignan Métropole Invest, ça a été surtout de pouvoir nous permettre de nous installer dans un bâtiment qui leur appartient et qui était à la base une pépinière d'entreprise qui s'appelait Orle-Vallée. Et donc on a été un des premiers avec Aïtakes, justement. On était locataires tous les deux. Frédéric Comella. Voilà, on était tous les deux locataires de ce bâtiment. Moi je suis resté, dans le cadre de leur développement, sont partis. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a permis justement de développer votre entreprise? Quels ont été les soutiens les plus fructueux? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de l'idée à l'entreprise? Alors l'idée d'indépendance déjà dans un premier temps, de savoir pouvoir construire quelque chose pour soi-même, c'est un petit peu revanchard. Et ensuite, c'est surtout d'être un peu fou, d'avoir confiance en soi et comme disait tout à l'heure Jérémy, d'être bien accompagné ou d'avoir les bons conseils pour démarrer. Donc effectivement, Juste Change, j'ai eu de très bons conseils de gens qui ont plus d'expérience que moi dans certains domaines. Et aujourd'hui, je vais dire que le plus bel accompagnement, c'est quand on a un développement comme celui de la marque Lafitel ou du groupe Alternum, c'est de pouvoir aussi avoir la confiance des partenaires bancaires et même de BPI France aujourd'hui avec qui on travaille. Ça représente combien d'employés aujourd'hui, Lafitel et son groupe? Alors aujourd'hui, en propre, on a 15 personnes en temps plein. Et basées dans les PO, hein. Basées dans les PO. Et on a à peu près une centaine de partenaires en France. Parce qu'en fait, on intervient sur toute la France, quel que soit le métier ou la filière dont on parle. Là actuellement on est sur le Jura, où on intervient sur tout le pourtour ouest et on vient d'être renouvelé en janvier avec un très gros faiseur avec Enedis, mais sur le reste du territoire français. Donc là pareil sur du contrôle de fibre? Non, pas du tout, là on pose des téléphones chez Enedis, c'est facile. Intégrateur. Ouais, c'est la part télécom. Voilà. Donc, quand on parle de télécom, il y a l'intégration, il y a l'opérateur, il y a toutes ces choses-là. Il y a l'installateur, effectivement. Nous, on est parti dans plein de choses, mais ce n'est pas, c'est quelque chose de calculé. Quand on parle d'énergie, aujourd'hui, on crée des réseaux d'infrastructures dans les télécoms, mais aussi dans l'énergie électrique, mais on est aussi agréé pour poser des superchargeurs. Donc, et les superchargeurs communiquent avec quoi? Avec des télécoms. Donc c'est logique, tout va ensemble. On en apprend des choses, c'est incroyable. Superchargeur de voitures électriques. Tout à fait. C'est des gros Linky. Oui, c'est des grosses batteries. C'est des grosses batteries. L'avenir, non, on en a parlé déjà. Hein? Mais vos objectifs, par exemple. Voilà. Quels sont vos objectifs? On a
perspectives pour 2022. Puisque on a déjà des activités à conforter et à déployer sur le groupe, chez Horizon. Notamment ce que disait Friedrich tout à l'heure, la partie usage. Donc on est en train de réfléchir à tout ce qui va pouvoir être, pour faire simple, la domotique de la ville et des territoires, ce qui est appelé dans notre jargon tout ce qui est smart territoire, territoire connecté, durable, inclusif, tous les mots qu'on peut y mettre derrière. On pourrait commencer par Perpignan peut-être. Est-ce que la ville s'est portée candidate sur des quartiers, essayer réduire les éclairages quand il n'y a personne? J'ai été très surpris parce qu'on a une commune qui est très à la pointe là-dessus. Qui ça? À Perpignan. À Perpignan, bien sûr. Et c'est surprenant parce que on n'est pas assez. Je pense qu'il y a peut-être un manque de communication à ce niveau-là, mais il y a des projets qui sont vraiment avancés. C'est-à-dire, quand vous dites à la pointe de la technologie, qu'est-ce qu'on va voir récemment, prochainement? Mais c'est déjà déployé, c'est déjà un service, c'est déjà une belle smart ville. On a du Wi-Fi, on a de l'éclairage intelligent, on a de verbalisation par caméra. Il y a de la vidéo partout, c'est vrai. Mais il y a vraiment des beaux projets qui sont déjà déployés sur la ville. Et si on pousse la Smart City, c'est quoi la ville de demain? Smart Village. Ouais, parce qu'il ne faut pas quand même oublier qu'il y a beaucoup de communes rurales qui souhaiteraient sortir un peu de... C'est accessible aux communes rurales? Oui, la fibre qui est en train d'être déployée va justement pouvoir sortir ces communes de l'ombre et de pouvoir... Ce sont des communes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, donc là elles vont pouvoir, grâce à la fibre, accéder à ces solutions. C'est à la charge des communes? Ça peut. La fibre. Il y a des appels à projets qui sont en cours. Voilà, on est encore à des moments en phase expérimentale, donc on peut aller chercher des financements en dehors des budgets des communes. Mais après, on peut faire des choses qui coûtent pas très cher non plus et avec lesquelles on peut avoir des retours sur investissement assez rapides, notamment au niveau de l'éclairage. Où on est sur des sujets qui sont un peu dans l'air du temps, sur tout ce qui est écologie. Je lisais un article qui disait que l'une des nuisances les plus pénibles en ville, en général pour les habitants, c'est le son. Et certaines villes essaient d'étudier les nuisances sonores, de savoir d'où elles viennent et de comment les réduire. Et vous avez même une commune qui récemment vient d'expérimenter un usage de contrôle du bruit pour donner des amendes à ceux qui font le plus de bruit. Donc voilà jusqu'où on va. Non, mais par contre, pour rebondir sur ce que je disais à Jérémy, et c'est tout à fait, en tant qu'ancien élu, la vraie problématique d'une petite commune, c'est le budget. Parce qu'il y a eu quand même des choses qui se sont faites depuis quelques années avec les baisses des dotations de l'État, qui font que les communes ont besoin de plus en plus de trouver des économies, et la domotique, ou du moins on va dire tout ce qui est en rapport à l'intelligence des objets. Ce n'est pas forcément prioritaire. Alors c'est pas que c'est pas forcément prioritaire, ce serait une priorité pour les communes, c'est là qu'elles se rendraient compte qu'elles feraient beaucoup d'économies. Pourquoi? Parce que combien de fois une classe d'école reste avec le chauffage allumé pendant tout le week-end? Ou une lumière allumée? Alors que la commune a une alerte, elle peut la contrôler à distance, couper, ou faire en sorte de programmer des ouvertures et des fermetures de lumière ou de chauffage à des moments bien spécifiques. Donc là vous rentrez, mais que ce soit une entreprise ou une collectivité. Vous vous adressez au DSI en général, par exemple au directeur des systèmes d'informatique ou d'information des villes. Aujourd'hui, vous lancez un appel. Dans une commune, vous n'en avez pas. Dans un petit village, c'est plutôt le maire, ce secrétaire de mairie ou sa secrétaire de mairie, qui devrait justement être intéressé par ce genre de choses, parce que c'est son budget. Donc, du coup, ça lui permettrait vraiment d'avoir un vrai levier économique pour pouvoir rebondir sur d'autres choses. Alors, ça reste un investissement, mais du coup, c'est un... On peut quantifier les économies ?
Je pense que dans l'énergie, oui, on peut facilement faire une surtout économie avec le prix de 20 à d'énergie 30%. qu'augmente. Oui, tout à fait. Sur une dépense initiale, allez, on va dire sur une commune moyenne de 50 000 habitants, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de combien ça pourrait coûter ou... Est-ce que vous avez un exemple concret en tous les cas à nous donner de combien ça pourrait coûter et combien on va économiser par la suite? Moi, je ne vais pas pouvoir aujourd'hui vous donner des chiffres concrets parce que je ne les ai pas en tête, mais il y a des études qui ont été faites sur des retours d'expérience de certaines villes qui ont pu mettre ces sujets en amont en activité dans leur ville. Donc on a des chiffres qui sont probants. D'avant, après, et là on a vu qu'il y avait des économies substantielles. Voilà, combien ça a coûté, qu'est-ce qu'on a eu comme économie et on arrive à quantifier. Ouais. Et ça s'amortit vite? Ça dépend des projets. Dépend des projets. Il va y avoir de grandes choses à faire dans l'avenir donc. Tout à fait. C'est pour ça que le télécom évolue toujours. Et il n'arrêtera pas d'évoluer, c'est certain. Et quels sont vos débouchés justement? On en a parlé de la ville intelligente, mais est-ce qu'il y a d'autres débouchés comme ça que vous avez identifiés déjà? Nous, on a identifié, je pense, la même identification, le même sujet que Friedrich, parce que c'est vrai qu'on est acteur aussi d'une grosse fédération nationale qui s'appelle Infranum, qui réunit l'écosystème numérique en France et des opérateurs, des intégrateurs, des constructeurs, un certain nombre d'entreprises. On est quand même au fait des sujets qui risquent de sortir du chapeau. Ce qui est sûr, c'est qu'on est tous dans la même vague. Je pense que la vague de l'infrastructure de bornes de recharge électrique va faire le parallèle avec le déploiement qu'on a connu sur le plan France Très Haut Débit, puisque les chiffres qui sont annoncés, je pense qu'on est encore loin du compte. Si vous ne les connaissez pas, je vais être très rapide. 30 millions de bornes à poser en 10 ans. Ça fait 3 millions de bornes par an. Oui. Voilà, ça c'est l'objectif qui a été fixé sur les 10 prochaines années. C'est réalisable? Clairement, je vous dirais non. Mais quand on voit ce que nous on a vécu sur le plan France Très Haut Débit, où en 2017 on venait de déployer 3 millions de prises, donc 3 millions d'abonnés potentiellement éligibles à la fibre, qu'à partir de 2018 on a lancé un programme qui s'appelait Supersonic et on faisait 3 millions de prises par an. Tout est possible. C'est possible. Oui. Tout est mis en œuvre en tout cas pour que ça devienne possible. Oui, disons que la pression politico-économique fait que tout est possible, effectivement. Ce qui est possible aujourd'hui le sera certainement avec le même système qu'on a connu en fibre. Effectivement, on pourra le faire. Il va falloir sûrement passer par de la formation et il va falloir former des techniciens à ces nouveaux métiers, parce que c'est ce qu'on a connu nous en fibre optique, où la formation est arrivée un peu tardivement, mais elle y est arrivée et puis voilà. Par le secteur privé. Oui, c'est vrai. Vous la trouvez la main d'œuvre aujourd'hui? Non. Non, Clairement, elle est très difficile à trouver parce que oui. Après je vais dire que c'est plus un phénomène de mode où aujourd'hui les gens ont été conditionnés. Mais c'est pas pour tout le monde. Mais les gens ont été conditionnés à avoir un travail sans forcément une fatigue physique ou une fatigue intellectuelle. Et donc, du coup, on a aussi l'histoire des 35 heures qui s'est rajoutée. Et là, on demande aux gens de travailler maintenant. Parce que on vit le Covid, parce qu'on a des activités économiques avec des matières premières qui augmentent. Donc à un moment donné, l'entreprise, si elle ne fait pas le travail correctement dans un temps donné ou avec une productivité requise, vous allez avoir à un moment donné un problème de rendement. Et donc il faut trouver des gens motivés. Dans la fibre optique, l'avantage que l'on avait, c'est qu'on pouvait prendre n'importe qui. À partir du moment où elle était motivée. Est-ce que le salaire suit? Parce que souvent le salaire est facteur de motivation. Alors oui, mais pas que maintenant.
Vous avez un facteur effectivement qui est le salaire, mais au-delà du Oui, salaire, il y a un confort de travail, il y a une certaine envie de continuer à apprendre, il y a aussi cette envie d'évoluer pour certains. Donc il y a plein de facteurs. Vous avez une génération qui arrive, qui sort de l'école. Nous, on a pris volontairement des apprentis. Et sur 3 apprentis, on en a 2 qui, on va dire, sont des personnes exceptionnelles parce que elles sont motivées, elles ont envie, elles ont 20 ans. Et on en a eu une qui ne sait pas plus et qui malheureusement n'a pas tenu le choc. Voilà. Mais pourtant, elles ont toutes été au même niveau. Et le résultat, voilà, c'est que les 2 tiers sont toujours là et réussissent et continuent à évoluer. Et il y a un tiers. Ce constat de pénurie de main-d'œuvre, il est lié au département ou c'est un constat global, général au niveau national? C'est un constat national aujourd'hui sur nos activités. Et puisque on le rappelle, vous êtes implanté un petit peu partout en France. Hein. On déploie en France. Tous les cas. Voilà. On est sur Paris et on a nos opérationnels ici. Vos techniciens, ils sont formés où? Ils sont formés Chez comment? nous. En apprentissage essentiellement? Non. C'est la voie royale ou est-ce qu'il y a des écoles spécifiques? Il y a très peu de centres de formation, c'est vrai. Il y en a quand même. Ils sont arrivés tardivement. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme disait Frédéric tout à l'heure, les entreprises privées ont été forcées de former des techniciens en interne pour pouvoir avancer et tenir les objectifs. Donc, il y avait très peu d'entreprises au démarrage qui ont formé des techniciens. Et les connaissances ont été dupliquées parce que, moi j'appelle ça le mercato, il s'est passé un mercato où il y a eu de plus en plus d'entreprises qui ont déployé. Les techniciens sont partis dans ces entreprises, ont eux-mêmes formé dans leur entreprise respective. Et puis il y a eu des mercato, encore une fois, d'entreprise à une autre avec des techniciens. Et donc, voilà, par la force des choses, il a fallu que les entreprises privées forment et reforment et reforment des gens. Voilà. Pour exemple, il y a 10 ans, quand il est arrivé, il avait des bases il avait des bases sur la fibre optique à l'école, parce que c'était ta carrière, on va dire, scolaire. Mais l'époque où justement on n'avait pas de centre de formation, on marchait par du tutorat. C'était celui qui avait l'expérience, qui accompagnait une deuxième personne, et Jérémy a fait partie de ces gens-là. On a besoin de combien de techniciens? On a une estimation? C'est porteur d'avenir? Pour l'avenir? Oui, pour l'avenir. Alors, sur la partie énergie renouvelable, donc sur les bornes de recharge, ce genre de choses, je pense qu'on va avoir à peu près la même similitude que le très haut débit, à savoir qu'on va avoir à peu près, je pense, dans les 150 000 emplois nets sur les 10 prochaines années, effectivement. Et des personnes qui peuvent être formées des personnes qui vont interne, être formées, mais par contre, je pense qu'il va y avoir un besoin de formation très spécifique parce qu'on touche à l'électricité. Ça prend combien de temps pour former une personne, un technicien qualifié? Je suppose qu'il y a plein de certifications à passer. Il y a des certifications, c'est certain, mais effectivement, on touche à l'électricité, donc il faut quand même des bases d'électriciens. Et ça va être plus contraignant pour nous pour recruter des techniciens. Ça va être certainement encore un poids de plus. Merci beaucoup. Frédéric Lafitel et Jérémy Escarot d'Horizon Group. Merci beaucoup.